Safe Zone, l'interview. Dada et Flo prennent le contrôle d'Axon Radio pour une nouvelle interview. Axon Radio. Salut à tous et bienvenue sur Axon Radio, c'est Flo, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission aujourd'hui consacrée au paranormal et à l'inexpliqué. Aujourd'hui on va parler d'un livre, ce livre s'intitule Les Invisibles de Fougeray. Ce livre est écrit par Madame Véronique Geffroy et je suis très heureux de l'accueillir sur l'antenne d'Axon Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Axon Radio et merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre livre, donc Les Invisibles de Fougeray, sorti aux éditions Michel Lafon. Le livre est sorti le 15 avril. Tout à fait. Et ça a plutôt bien fonctionné. Moi, je l'avais précommandé et je suis très heureux de vous avoir lu en tout cas. Et on va parler de ce livre, de votre parcours, de votre arrivée au château, donc de l'achat jusqu'à maintenant. Mais ce que j'aimerais savoir avant tout, c'est comment est né le projet de ce livre ? Le projet de ce livre, alors en fait, moi, j'avais depuis un certain temps, j'avais quand même envie de raconter notre histoire parce que pour moi, c'était important en fait de mettre les points sur les i parce qu'il s'est dit un peu tout et n'importe quoi sur Fougeray, sur nous, et en fait, je me suis calée pendant le premier confinement et je dis bon là on était en travaux et puis là moi je me suis dit bon là j'y vais puisque grâce à Christelle Dubois, donc la médium qui publie également chez Michel Lafon, j'ai pu rencontrer donc les éditions Michel Lafon qui ont accepté de me publier. Donc voilà comment ça s'est passé en fait. Je me suis un peu recroquevillée dans le bureau de Félix à Fougeray et puis j'étais dans ma bulle et j'ai écrit nos 11 ans d'histoire. Je vous ai suivi sur les réseaux sociaux juste avant la sortie du livre et vous aviez quand même pas mal de pression juste avant la sortie du livre. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce qu'après vous avez vécu ça, la sortie du livre, comme un soulagement ? Alors, j'avais la pression, oui, c'est logique, parce que déjà, je savais pas du tout comment il allait être accueilli. Parce que je pense que les gens s'attendaient un petit peu à un catalogue sur le paranormal, sur tous les phénomènes inexpliqués qu'on avait eus, qui n'auraient pas... Enfin, moi, je pense que c'est le style de livre qui n'aurait pas eu grand intérêt, en fait, de mettre, voilà, telle date, on a eu ça, après on a eu ça. Enfin, je voulais, en fait, qu'il y ait une espèce d'intrication entre, ok, les phénomènes qu'on a vécus, mais les répercussions que ça a eu sur notre vie privée, notre vie de famille. Donc, c'est vrai que ça a été... j'avais un peu peur avant le lancement, donc le 15 avril, quand il est vraiment sorti, j'avais un petit peu peur parce que je savais pas comment ça allait être pris en fait. Oui. Voilà, donc j'avais un peu le trac quoi. En tout cas, votre livre retrace donc les tout débuts, votre arrivée au château de Fougeray, donc de son achat jusqu'à aujourd'hui quasiment. Mais ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a séduit à Fougeray ? Le château à la base, c'était pas trop votre style, non ? Alors moi en fait c'est marrant oui parce que moi j'avais déjà acheté quelques années auparavant à Donjon, que j'avais acheté le franc symbolique en Corrèze parce qu'il était en train de tomber. Le basané, tout à fait. Et c'est vrai que je cherchais un autre projet, parce que moi, je suis quelqu'un qui se complaît dans les projets, en fait. Et je cherchais un autre projet, je suis tombée sur Fougeray. Et Fougeray, je le trouvais un petit peu, comment vous dire, c'est vrai que l'esthétique extérieure, en tout cas, avant que je puisse rentrer dedans, je le trouvais un petit peu trop Viollet-le-Duc à mon goût, un petit peu trop retraficoté. On voit d'ailleurs que ce château a été vraiment traficoté au 19e siècle. Et je cherchais quelque chose de plus authentique. Et c'est vrai que quand on a pu rentrer dedans pour une visite, la première fois qu'on l'a visité avec François, c'est vrai qu'on a été complètement séduit par une espèce d'atmosphère. C'est indescriptible en fait. La première fois qu'on est rentré, c'était vraiment un mausolée parce qu'en fait tout était resté tel quel. Ouais. Et on s'est retrouvé 50 ans en arrière d'un seul coup. Donc et on a été vraiment séduits, ouais. Et vous avez eu un coup de cœur, mais votre mari, bon, il a accepté de l'acheter. C'était plus pour vous faire plaisir quand même à la base. Et puis ensuite, progressivement, vous étiez heureuse d'avoir acquis le château, mais votre mari, après, par la suite, a vraiment accroché au château. Et puis, vous, progressivement, vous avez commencé à vous éloigner un petit peu du château ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que sur le coup, François était complètement partie prenante, même s'il m'a un petit peu calmé. Il me dit vas-y mollo, c'est quand même une charge énorme. En plus, bon, on a eu des soucis avec les banques qui refusaient, acceptaient, refusaient, c'était pas facile. Ouais. Mais et après, les tendances se sont inversées. Bizarrement, moi j'ai vécu beaucoup de choses. Et au début, et après, je lui ai dit que je me sentais mal et que je n'étais pas bien dans le château et que je regrettais. Et lui, par contre, m'a dit non, c'est génial. Enfin, lui s'est senti beaucoup mieux que moi. En fait, c'est comme si les énergies s'étaient inversées. Ouais. Et après, après, on a vraiment vécu une espèce de tourmente. La famille, toute la famille avec les enfants, c'était vraiment le tourbillon. Hein. Ça n'a pas été facile du tout. Et c'est vrai que ça fait peu de temps en fait qu'on commence à complètement assumer tout ce qui nous est arrivé. Parce que les enfants à l'époque c'était collège, lycée, fac, ouais. Et tout le monde, tout le monde se foutait d'eux. Excusez-moi, c'était vraiment pas facile pour eux, hein, donc voilà. J'imagine en tout cas avec du recul aujourd'hui, vous pouvez dire que cet achat c'était vraiment un défi pour vous. Ah oui, c'était un défi de vie, ça c'est sûr. Là, par contre, on a vraiment vécu. Pour moi, c'était un défi quotidien. J'ai commencé à apprécier Fougeray un petit peu sur le tard d'ailleurs. Je l'ai même mis en vente en 2012. Et puis François m'a dit mais tu fais une grosse connerie, donc je l'ai enlevé. Enfin, c'était tout un truc. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille le départ à Fougeray. Et ça l'est toujours pas d'ailleurs. J'imagine. En tout cas, dans le livre, vous parlez donc. Alors, votre livre, c'est pas non plus un catalogue de. Enfin, vous retracez pas tous les phénomènes que vous avez vécus au sein du château. Mais par contre, ce qui est assez nouveau, c'est que dans votre livre, vous parlez de votre expérience personnelle au château, mais vous parlez aussi de votre famille. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque moi, je vous suis depuis longtemps et j'avais pas connaissance de tous ces éléments. Et bien sûr, j'invite les personnes qui nous écoutent à se procurer le livre pour prendre acte de ce que vous avez écrit. C'est assez nouveau pour vous de parler de votre famille. Est-ce que vous avez hésité ? Franchement, oui. J'ai hésité, mais je me suis dit quand même que si je parlais uniquement des phénomènes paranormaux, en fait, c'était vraiment un catalogue froid et que ces phénomènes mis hors contexte, c'est-à-dire pas recontextualisés dans l'ambiance d'une famille qui se pose des vraies questions, qui a des vrais problèmes, qui a des vrais soucis, n'avaient aucun sens. Parce que tout ce qu'on a vécu, ça nous a quelque part démoli un peu dans notre histoire. Ça nous a reconstruit et redémoli et reconstruit. Ça a été quelque chose pour nous de très impactant. Et je pense que c'était important de le dire parce que ces énergies, ces invisibles, c'est pas forcément des énergies qu'on gère comme ça en claquant des doigts. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il a fallu qu'on apprenne, il a fallu qu'on comprenne, il a fallu que tout ça on le cogite un peu. Et il a fallu aussi à un moment donné qu'on lâche prise avec tout ça pour qu'on se retrouve parce que ça nous a complètement séparés. À un moment donné, la famille était complètement éclatée et puis donc je veux dire j'ai pensé que c'était complètement inutile de parler de ça sans parler vraiment de la famille. Il fallait que la famille soit dedans parce qu'en fait c'est tout ça, c'est une histoire humaine aussi et c'est les vivants avec les invisibles et les vivants c'était nous. On pouvait pas faire abstraction de notre histoire. Bien sûr, c'est avant tout une aventure humaine, mais quand vous avez sorti le livre, est-ce que votre famille l'avait lu avant ? Alors, ça c'est une bonne question. Moi j'ai voulu le faire lire notamment à François. Je lui ai dit mais lis ce que je fais parce que là je vais l'envoyer parce que vous savez vous avez des allers-retours avec l'éditeur qui dit il enlève ça, la fait ci, machin parce que forcément il était plus long que ça le livre. Hein. Il y a eu environ 70 pages enlevées. Ah oui. Et c'est vrai que j'ai dit à François mais lis-le avant parce que là c'est bon, c'est la dernière mouture et je l'envoie quoi. Et il me dit non, je te fais confiance, vas-y. Et je lui ai dit mais c'est vraiment, il y a des trucs ça va vraiment percuter. Donc il me dit non vas-y. Les enfants c'est pareil, j'en ai un petit peu parlé, mais ils ont dit non mais vas-y, on verra. Donc quelque part ils m'ont fait confiance.
Donc je l'ai envoyé, et quand j'ai reçu l'objet livre, parce qu'en fait, tant que c'est des mails, que c'est des dossiers, etc., c'est pas pareil. Oui. Après, quand vous recevez l'objet livre, vous dites, bon, ça y est, les dés sont jetés maintenant. Et quand je l'ai reçu, François l'a lu, bien évidemment, et les enfants l'ont lu. Et là, ils ont été surpris. En fait, ils ont été surpris parce que je pense qu'ils n'ont pas... Enfin, les enfants, ils ont vécu toute cette souffrance, mais ils ont été surpris de l'ampleur de l'impact, comment ça avait été vécu, de lire leur propre histoire. Ils s'y sont retrouvés. Ils m'ont dit que c'était juste. Et François m'a dit la même chose. Il m'a dit, mais en fait, ce que tu as décrit, c'est juste. Et on a quand même vécu des trucs difficiles. Et c'était nécessaire, je pense, en tout cas pour moi de l'écrire. Ça a été aussi un peu cette confession, ça a été un peu comme une catharsis, quoi. On est réputé château hanté, tout ça, il y a le côté folklorique, on s'est fait déglinguer, il y a des gens qui nous soutiennent, d'autres qui nous ont déglingués, enfin tout ça. Bon, mais au-delà de ça, il y a notre histoire personnelle, et au-delà de ça, il y a des fois on en a hyper souffert, et ça a été très loin, quoi. Et c'est vrai que ça, il fallait que j'en parle, parce que je pense que il y a beaucoup de gens aussi qui ne se rendaient pas compte de tous ces coulisses, de tout ce qu'on voit pas, en fait. Et je tenais à ce qu'à un moment donné, voilà, Fougeray, c'est ça aussi, ça a été ça aussi, quoi, l'impact sur la famille, etc. Et donc quand ils l'ont lu, ça a été pour eux, ça a été un peu un choc, dans le sens où là ils ont vu, ils ont lu leur propre histoire, mais avec des mots, ils ont revécu ça, mais dans la véracité, ça les a vraiment impactés, ouais. Et donc, au niveau des phénomènes que vous avez vécus, parce que vous avez vécu beaucoup de choses, bon, il y a des drames dans le livre, vous en parlez, il y a aussi ces phénomènes. Ces phénomènes, vous les décrivez, c'est très détaillé. On s'y croit vraiment, hein. Moi, personnellement, je me suis imaginé dans votre château. C'était vraiment, enfin, je trouve ça vraiment très bien fait. Mais ces phénomènes-là, il y en a un particulièrement qui on sent que ça vous a marqué. Ce sont ces phénomènes de poltergeist. Oui, ça m'a marqué. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, on sent que ça vous a marqué. Quelle était votre première expérience troublante au château ? Ça. Enfin, j'en ai eu des expériences troublantes, parce qu'au tout début, j'avais des phénomènes qui m'ont troublée, qui m'ont mis mal à l'aise, etc., mais qui étaient finalement des phénomènes très soft par rapport à ce que j'ai vécu après, parce que dans les lieux comme ça qui ont beaucoup d'énergie, il faut pas croire, les énergies changent. Elles sont parfois très très intenses, très fortes, après faibles. Après ça revient, on sait pas trop pourquoi, comment, enfin bon, ça change. Et c'est vrai que moi j'ai vécu, comme j'avais mis Fougeray en vente en 2012, parce qu'on avait vécu des drames carrément. Et là, j'ai dit que j'arrêtais tout. Et après, moi, les phénomènes inexpliqués, c'est en 2017 et 2018, quand on a eu les premiers phénomènes de déplacement d'objets. Là, je me suis dit, on a passé un cap, les choses vont devenir incontrôlables. Et d'ailleurs, il y a eu une période où ça a été incontrôlable. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu très peur, et j'étais vraiment, j'étais bouleversée. Je ne savais plus comment faire, parce que, si vous voulez, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais tant que vous voyez des silhouettes, que vous entendez des pas, des voix, etc., je dirais que ça fait partie des phénomènes de hantise qui sont acceptés par tout le monde. Donc on se dit, ok, d'accord. Quand vous voyez en fait par contre un objet traverser une pièce, éclater contre un mur comme ça, là ça défie la physique mécanique, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit et comment il est construit, quoi. Et là on comprend plus en fait. Et là j'avoue que j'ai passé un autre cap où j'étais vraiment complètement bouleversée. Personnellement, ça m'a vraiment impacté cette histoire. Et ça, c'était récemment, c'était assez récent. Hein. Oui, parce qu'au tout début, quand vous avez fait l'acquisition du château, des phénomènes de déplacement d'objets, il n'y en avait pas. Eh ben non. C'est marrant parce que moi, ces phénomènes de déplacement d'objets, très franchement, au début, j'y croyais pas trop, parce que dans tous les courriers que j'avais reçus, les lettres dont je parle, les lettres anonymes ou pas anonymes que je recevais au début, il y a des gens qui me disaient qu'ils avaient assisté à ça. Bon, moi, j'y avais jamais assisté. J'avoue que j'étais un petit peu dubitative, donc j'y croyais pas trop.
Donc le temps a passé, j'en ai pas eu des flagrants. C'est vrai qu'après, rétrospectivement, je me suis dit, bon, ça pouvait peut-être être un phénomène, mais bon. Mais sur le coup, c'est vrai que j'y croyais pas trop. Par contre, quand vous le voyez, vraiment, de vos propres yeux, avec d'autres gens que vous voyez que vous n'êtes pas dingue, parce qu'il y a des gens avec vous, là, vous vous dites, waouh, quoi. Il y a une force, mais il y a une puissance incroyable qui est nécessaire et qui est déployé, on ne sait pas comment, par qui, pourquoi, pour justement balancer un livre, un chandelier ou ce que vous voulez dans une pièce, quoi. Ce qui est très troublant aussi, c'est vous parlez de ces trajectoires qui n'ont pas de sens et vous parlez d'objets avec lorsque ces objets viennent de bouger, souvent il y a des changements de température au niveau de l'objet. Absolument. Alors déjà les trajectoires, moi je les comprenais pas. Parce que je me disais, bon, l'objet pour qu'il soit arrivé là, soit il a fait un U, parce que la porte, la façon dont les cloisons étaient faites, soit il a fait un U, soit il a traversé les murs. Et quand on les récupérait, quand c'était des objets, par exemple, en porcelaine ou en métal, les températures étaient différentes des objets en porcelaine ou en métal, qui sont tout le temps frais. C'était chaud. Donc là, ça m'a quand même troublée. Et un jour, écoutez, c'est arrivé 2 fois, on a un groupe, et après c'était mon fils avec quelqu'un d'autre qui a vu en fait une espèce de tache noire sur un mur, et mon fils était au plafond. Sur le coup, mon fils a cru d'ailleurs que c'était une fuite d'eau. Et de la tache noire est sorti un objet à une vitesse incroyable, et la tache a complètement disparu. Alors ça, c'est arrivé au plafond, et c'est arrivé sur un mur où un livre est sorti de la tache, et la tache a complètement disparu. Et là, on s'est dit qu'on avait passé un cap, quoi. C'était comme un vortex, en fait. Complètement. Mais là, ça veut dire que mécaniquement, dans le monde qu'on connaît, physiquement, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas passer un livre à travers un mur, on est d'accord. Bien sûr. Donc là, on est dans un autre truc et on sait pas dans quoi. C'est vraiment très troublant. Les Invisibles de Fougeray, ce sont avant tout des personnes. Félix, absolument. Alice. J'ai pas forcément envie de dire le mot entité, puisque ce sont à la base des personnes. Vous avez, à la lecture de ce livre, vous parlez de ces personnages-là, mais on sent que vous avez une profonde affection pour Félix. Ça c'est vrai, ouais, ça c'est clair. Et qu'est-ce qui fait que justement vous avez cet affect avec Félix ? Déjà parce que c'est quelqu'un que je comprends. Si ça avait été un vivant, je pense qu'on aurait été amis. C'est quelqu'un que je comprends, c'est un romantique, c'est un écorché, c'est quelqu'un de super intelligent, de fin. Dans ses belles amies de Maupassant aussi, c'est un peu un dandy, ça c'est le cliché, mais au-delà de tout ça, c'était quelqu'un de sensible. Je le sentais vraiment comme ça dans les communications qu'on avait ensemble. Et de plus, un jour, on était en séance de spiritisme, et c'était une période où j'étais vraiment pas bien. Et j'ai eu un message de Félix qui était très énervé d'ailleurs, et personne n'a compris, et moi j'ai compris. Et là, je me suis dit, mais en fait, il s'inquiète vraiment pour moi. Mais personne n'a compris, hein, c'était un truc vraiment personnel. Et je dis, mais en fait, il s'inquiète vraiment. Et oui, il s'inquiétait vraiment pour moi, il me l'a dit après. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est incroyable, finalement. Parce que cet homme qui est décédé, dont les énergies post-mortem, les gens sont toujours à Fougeray parce qu'il nous a dit qu'il n'était pas encore prêt sur un carnet de partir, etc. Il nous surveille, mais plus que ça, il veille sur nous en fait, mais principalement sur moi. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est de l'amour en fait quelque part. Il s'inquiète pour moi, et moi c'est vrai que je le comprends. C'est quelqu'un que je comprends qui a eu une vie sentimentale très complexe, qui a eu une entreprise qui lui a causé aussi beaucoup de soucis. Puis bon, un jour il en a eu marre. Et je me dis qu'à la fois c'est inconscient et très courageux ce qu'il a fait, parce que bon, je veux dire, on jette tout le temps des pierres sur les suicidés, mais enfin c'est pas non plus les suicidés, faut les comprendre, hein, c'est des gens qui sont au bout du rouleau, tant qu'on n'y est pas on peut pas savoir, hein. Donc moi j'ai aucun jugement là-dessus, je leur jette pas la pierre, hein. J'ai plus de l'empathie pour eux en fait, et je me dis que bon voilà, c'est quelqu'un qui a passé le cap parce qu'il en pouvait plus, quoi. Et
Enfin, c'est vrai que moi, j'ai vraiment de l'empathie, de l'amour pour lui. Ouais. En tout cas, on le ressent dans le livre. Véronique, il est important aussi de dire que vous recevez du public au château de Fougeray. Vous proposez des nuitées avec des activités, des ateliers, du ressenti, des séances de Ouija, de spiritisme. Donc, c'est très intéressant. Mais par contre, ça fait maintenant, avec la crise sanitaire, ça fait plusieurs mois que vous êtes fermé. J'aimerais savoir comment vous avez vécu cette période sans le contact du public. Eh ben, écoutez, moi, quand on était en confinement, j'ai choisi de complètement fermer, en fait, parce qu'on aurait pu réouvrir un peu. Il y a une période j'ai complètement fermé. J'ai dit, bon, bah là, c'est bon. Pendant un an, parce que ça a duré un an quand même, pendant un peu plus d'un an même, cette période nous appartient. On va améliorer Fougeray, on va être vraiment avec eux, avec Fougeray, etc. Donc on a fait beaucoup de travaux, on a pris beaucoup de décisions pour faire des travaux d'amélioration. Moi, je me suis un peu retranchée dans ma bulle, je me suis installée dans le bureau de Félix et là j'ai commencé à écrire notre histoire, c'est-à-dire celle de ma famille et celle de ma famille invisible, je dirais. Et donc voilà, j'ai travaillé un peu en travaux, un peu dans la littérature, je dirais. Et c'est vrai que j'ai vécu cette période moins dramatiquement que certaines personnes, ça je dois dire, parce que j'avais une réelle occupation en fait. Donc ça a été, c'est vrai que pour nous, ça a été une période financièrement super raide comme plein d'entreprises, mais quelque part, intellectuellement, j'ai rechargé les batteries, j'ai mis à plat nos 11 ans de vie, ça m'a aussi beaucoup servi pour faire le point. Ouais. Et puis on a fait plein de travaux qui m'ont fait vachement plaisir, parce que Fougeray, on a avancé là, voilà. Alors c'est très positif en tout cas, et déjà 11 ans que vous êtes au château ? 12 ans en tout. 12 ans. Oh là là. Ouais, 12 ans en mars 2021, ça fait 12 ans. Alors, dans le livre, on ressent par moments, Véronique, moi je l'ai ressenti comme ça, on ressent quand même, pour certaines périodes, un sentiment de solitude qui vous concerne. Par moments, on vous sent seul. C'est sûr que moi, j'ai pas mal souffert de la solitude, et c'est vrai que des fois, en pleine saison... le truc en fait, c'est que si vous voulez, déjà il y a ce tourbillon de travail quand on est ouvert, oui. On est quand même, il y a tout le temps beaucoup de gens autour de moi finalement, mais on est tout le temps dans les ateliers, dans le travail, dans les discussions là-dessus, etc. Et c'est vrai que parfois j'aurais aimé en fait avoir des vraies relations, ce qui a été compliqué même en famille, parce que c'est vrai que nous on travaille en famille, et même en famille on était tous dans le boulot, et c'est vrai qu'il y a eu une période où je me suis dit mais en fait je suis seule, et je me suis sentie d'ailleurs seule, vraiment, et c'était pas une vue de l'esprit, j'étais vraiment voilà, je me suis vraiment sentie en fait comme si j'avais été kidnappée par les murs quelque part, et que je pouvais pas faire autrement que de m'occuper d'eux, mais je m'occupais plus de moi, j'étais absente de tout, et ouais, c'est vrai que j'ai eu une période où je me suis vraiment sentie seule. Ouais. Alors au château, vous faites énormément de choses, vous accueillez le public, vous vous occupez de la restauration du château, vous faites énormément de choses. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que ils devraient prendre conscience que la vie au château, c'est pas une vie de tout repos, c'est une vie épuisante? Ah, c'est vraiment pas une vie de tout repos, parce que, si vous voulez, la vie de châtelain telle qu'on s'imagine à la période dorée, c'est-à-dire avoir assez d'argent pour avoir quelques personnes qui s'occupent du parc, du château, enfin des trucs de la logistique, je dirais, et profiter uniquement du lieu. Moi, je suis à 10 milieux de ça. Nous, on est des passionnés, on s'est mis dans un chantier gigantesque qui est loin d'être terminé d'ailleurs. Donc, on a encore beaucoup de travaux à faire. On est chargé en fait de restaurer ce lieu qu'on aime, mais c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices déjà. Faut quand même voir ça comme ça. C'est beaucoup de sacrifices, et puis je veux dire, on part pas en vacances, on se sacrifie. Il n'y a pas de chauffage au château, mais il n'y a pas de chauffage chez nous non plus. Ouais. On focalise vraiment tout pour Fougeray. Et c'est vrai que quand on l'a ouvert au public, au final, ça nous a terriblement aidé aussi pour avancer les travaux, parce que c'est vrai que tout l'argent qui rentre des saisons, nous, c'est pour améliorer le bâtiment.
Là, au niveau des réservations, ça a repris, puisque là, vous allez pouvoir rouvrir à partir du 9, c'est ça ? C'est ça. Moi, j'ouvre à partir de mi-juin là, donc on a repris les résas. Ouais. D'accord, ok. En tout cas, j'aimerais faire une petite parenthèse rapidement. Je voulais vous parler en fait du phénomène OVNI. Parce que ça fait quelques jours que l'actualité bouge beaucoup. Il y a quelques jours, l'ancien président américain Barack Obama a déclaré: il y a des enregistrements d'objets dans le ciel, nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Je fais le parallèle avec le paranormal parce que je trouve qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se ressemblent. Des objets avec des trajectoires particulières, des vortex. Je fais le lien entre le sujet OVNI et le paranormal. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien qui est justifié ? Et qu'est-ce que vous pensez des déclarations de ce président ? Eh ben écoutez, moi je suis convaincue depuis que je suis gamine, je m'intéresse beaucoup au cosmos, et d'ailleurs le livre Cosmos de Carl Sagan, je l'avais lu, j'avais 15 ans, je me souviens, et Cosmos de Carl Sagan, pour moi, ça a été une révélation, parce que Carl Sagan, c'était vraiment un éminent scientifique qui était quand même pétri de doute et de modestie, puisqu'à la fin de son livre, il dit je sais toujours pas comment ça a démarré, tout ça, si l'infini existe, et Dieu dans tout ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez génial, parce que quelque part, si vous voulez, de faire trop de recherches, ça nous amène à avoir un questionnement infini. Les ovnis et le lien avec le paranormal, il est, moi je trouve, très intelligent de le faire, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film Interstellar. Oui. Et dans Interstellar, justement, il parle de l'espace-temps, il parle de physique quantique, etc. Et ça démarre avec des déplacements d'objets dans une maison, dans une ferme aux États-Unis, où les livres se barrent de la bibliothèque. Et en fait, on comprend après que c'est une histoire de monde parallèle. Enfin, c'est très complexe. Interstellar, faut le regarder au moins 2 fois, mais c'est vraiment super intelligent comme hypothèse. Et moi, je suis convaincue depuis que je suis enfant que on est dans un petit système solaire, des galaxies, il y en a des milliards et des milliards, puisque l'univers est infini, on connaît vraiment que notre nombril, et que c'est évident qu'il y a de la vie extraterrestre. Pour moi, c'est plus évident qu'il y a de la vie extraterrestre que l'inverse. Je veux dire, pourquoi on serait seul dans un monde qui est complètement infini, quoi. Et donc, c'est évident aussi que, les gouvernements, je pense qu'ils veulent éviter je sais pas quoi, des effets de panique ou je sais pas quoi, donc ils surfent un peu sur le secret à ce niveau-là, mais je pense que le lien avec les phénomènes inexpliqués, il peut être rapidement fait. Il n'y a aucune recherche fondamentale de fait, en tout cas là-dessus, ouverte, tout ça, c'est soit ils estiment que c'est pas vraiment la peine, parce que c'est de la recherche fondamentale qui va pas forcément rapporter, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les scientifiques du CNRS sont des fonctionnaires, et que toutes les objets de recherche, faut que ça rapporte à l'industrie à un moment donné. Ouais. Donc on fait pas vraiment de recherche là-dessus, ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que la première fois qu'on a eu un déplacement d'objets, je me souviens de François Dim, en fait, si un objet, il était passé du premier au second, si un objet peut faire ça, on peut se téléporter. Lui, c'est la première réaction qu'il a eue. Il dit, mais c'est génial, on peut se téléporter. Alors je dis, moi j'étais assez troublée, mais finalement il a raison. Enfin, je veux dire, quelque part, on pourrait, avec des phénomènes comme ça, aboutir à des choses incroyables. Parce que si des objets traversent les murs, il y a plein de choses qui sont permises de penser, et puis on peut faire des tonnes d'hypothèses, voilà. Ouais, tout est possible. En tout cas, au niveau du traitement médiatique, on s'aperçoit que plein de pays en fait en parlent. Là, je vous parle du phénomène OVNI, notamment des déclarations de Barack Obama. Par contre, en France, c'est le silence radio. Il y a eu, je crois, deux petits médias qui en ont parlé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans le monde? On se rend compte que l'ufologie est en train de rentrer un petit peu dans les mœurs, mais le paranormal, il y a toujours une difficulté pour les grands médias mainstream notamment d'évoquer ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de traitement médiatique sur ces deux sujets?
Complètement. Alors l'ufologie est traitée d'une façon beaucoup plus sérieuse, que ça soit aux États-Unis ou en Europe, d'une façon beaucoup plus sérieuse que les phénomènes inexpliqués qui sont plus liés à des croyances. Alors quand je parle de croyances, c'est croyances pseudo-religieuses, les esprits, les défunts, on ne sait pas trop. Bon bref. Donc comme c'est rallié à la croyance, c'est vu d'une façon assez péjorative en fait, alors que l'ufologie, c'est vu d'une façon beaucoup plus scientifique et c'est traité d'une façon beaucoup plus sérieuse. Après, les pays anglo-saxons, quand ils traitent ce genre de sujet, qui font des recherches, c'est tout le temps fait d'une façon beaucoup plus enfin ils creusent. On sent quand même qu'ils creusent et qu'il y a des choses qui se mettent en place parce que il y a beaucoup d'associations de recherche, notamment à Londres ou aux États-Unis, qui font vraiment des recherches sur les phénomènes psy, etc. Bon. En France, on en fait beaucoup moins parce qu'en France, en fait, le paranormal, quand c'est des gens du CNRS, par exemple, qui le traitent, ils vont traiter ça en métacritique, c'est-à-dire ils vont pas s'intéresser au sujet en lui-même, en recherche fondamentale, ils vont s'intéresser aux choses, c'est-à-dire qui par exemple les sociologues, qui croient que par exemple la vie après la mort existe, comment c'est perçu, etc. Donc ils vont vraiment faire des espèces de métacritiques, mais ils abordent pas le sujet au fond, jamais. Donc en fait c'est pas des scientifiques en France qui abordent le sujet, c'est des sociologues, des psychologues, etc. Moi je suis désolée, même les historiens, je suis désolée pour mes consoeurs et confrères docteurs en sciences humaines, que je suis également, mais je veux dire on traite pas la même chose en sciences humaines et en sciences dures, ça n'a rien à voir. Et personne en sciences dures s'occupe de ça. Ah mais complètement. D'ailleurs, il n'y a aucun scientifique qui a accepté de venir sur Fougeray. Alors ça m'a vraiment désolée parce que la dernière, on a eu un tournage avec Bob là qui était il y a pas très longtemps là, qui était intéressant et il m'a dit mais je vais te ramener une scientifique. Donc Béatrice qui a créé un labo de recherche. Donc j'étais très contente de recevoir une scientifique, mais alors, en fait Béatrice elle est comme moi, elle c'est une sociologue, donc je veux dire elle est docteur en sciences humaines et c'est vrai que on a eu des conversations très intéressantes, c'est une fille super, mais je veux dire c'est pas une physicienne quoi. Moi j'aurais aimé finalement avoir des gens qui soient des physiciens et qui puissent dire si la table elle bouge, voilà ce qui se passe, si ça bouge, voilà ce qui se passe, combien d'énergie kilojoules il faut pour que le chandelier traverse la pièce, pourquoi il est chaud, machin. Enfin, mais ça, c'est vrai qu'ils ne s'y risquent pas. Parce que moi, je pense que de toute façon, ils sont parfaitement conscients qu'ils n'obtiendront aucune réponse, aucun résultat. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça ne répond pas à l'expérience. Parce qu'en fait, une expérience scientifique, il faut qu'à tel protocole, on ait tel résultat. En fait, c'est ça une expérience scientifique. Là, le spiritisme, les phénomènes inexpliqués, les phénomènes de poltergeist, de Jottling, ce que vous voulez, ça ne répond pas à l'expérience. On peut faire 10 fois la demande, on peut essayer, il se passe rien, puis un jour ça va arriver, puis donc ça répond pas à l'expérience. Donc pour eux, c'est même pas un sujet d'étude. En tout cas, sur votre livre, à un moment donné, vous parlez de magie noire. Et voilà, vous avez dit avoir été travaillé. Est-ce que vous pensez que certaines personnes vous voulaient du mal ? J'en suis persuadée. Ouais. Là, j'en suis absolument persuadée. Vous savez, le milieu de l'ésotérisme ou de la spiritualité ou de tout ce que vous voulez, moi, je m'en suis un petit peu détachée. C'est-à-dire que moi, je fais mes petites recherches tranquilles maintenant dans mon coin. J'écris pour Parascience. D'ailleurs, au mois de juin, là, il y a un numéro, j'ai écrit un article sur la Ouija. Mais je pense que oui, parce que c'est un milieu déjà, moi j'estime que on trouve beaucoup de livres sur la magie noire, les rituels. C'est un peu comme donner des coltes à des gens qui ont envie de tuer leurs voisins, parce qu'il y a des gens qui font un peu n'importe quoi avec ça. Et je pense que oui, parce que c'est un milieu où on aime toucher à ça, aux énergies, etc. Et où il y a beaucoup de gens qui se jalousent. Vous me direz, comme dans tous les milieux, mais je veux dire, oui, je pense que à un moment donné, j'ai été travaillée. Ben oui, moi j'en suis absolument certaine, vraiment. En tout cas, je laisse le soin aux auditeurs de découvrir tout ça dans votre livre qui s'intitule Les Invisibles de Fougeray. Dernière question, Véronique, est-ce qu'une sortie de votre livre est prévue à l'international ?
Ah, ça, je sais pas, faut demander aux éditions Michel Lafon. D'accord. Moi, j'aimerais bien qu'il soit au moins traduit en anglais, parce que je pense que les anglo-saxons seraient assez réceptifs à ce genre de sujet, à ce genre de témoignage, parce que eux, c'est vrai qu'ils voient les choses d'une façon sont beaucoup plus ouverts que nous à tout ça, et il y a moins de tabous, donc je pense qu'ils pourraient le recevoir avec beaucoup de bienveillance et de curiosité. Donc faut que je vois avec les éditions Lafon. Ça pourrait être très intéressant en tout cas, et peut-être le projet d'un second livre peut-être. Alors le projet d'un second livre, c'est vrai que je l'ai, oui, bon, ça se fera pas tout de suite, mais oui, je vous en dis pas plus pour l'instant. Ouais, je comprends. Oui, tout à fait, oui. En tout cas, on peut vous retrouver sur votre site internet www.fougeret.com. D'ailleurs, je crois qu'on a accès au replay de certaines émissions où vous participez. Tout à fait, puis sinon sur ma page Facebook. Ou sur votre page Facebook. De toute façon, vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous voulez réserver pour passer un moment à Fougeret, une nuit, c'est fougeret.com aussi, je crois. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Les Invisibles de Fougeret, Madame Véronique Geffroy, aux éditions Michel Lafon. C'est un excellent livre que je vous recommande. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne ouverture pour le 9 juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt, Véronique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt sur Axon Radio. Ciao.